internationale. Je donne maintenant la parole à Madame Rosa Otumbayeva. Bonjour. Madame la Présidente, sur orientation du Conseil et à la lumière de l'évaluation indépendante de novembre 2023, l'ONU s'est efforcée de mettre en place un cadre pour une collaboration plus cohérente, coordonnée et structurée avec les autorités de facto de l'Afghanistan. L'objectif de cette collaboration vise un objectif clair, à savoir un Afghanistan en paix avec lui-même et ses voisins, pleinement réintégré au sein de la communauté internationale, respectant ses obligations internationales et auquel serait épargné un nouveau cycle de violence. L'approche globale proposée par l'ONU dans ce cadre de ce nouveau chapitre de collaboration vise le bien du peuple afghan, lequel a subi 4 décennies de guerre et souffre désormais différemment après plus de 4 années. Cette approche globale implique les groupes de travail ainsi qu'un large éventail de questions. Je souligne le fait qu'il ne s'agit pas ici de normaliser le statu quo, mais de faire en sorte que les multiples questions sources de préoccupation, notamment le respect par le pays de ses obligations internationales, demeurent au cœur de ses efforts. Des questions ont été soulevées sur les résultats de ces travaux. À la lumière de nombreuses activités de communication, de nombreux contacts avec les Afghans dans tout le pays, ils estiment que tant les Afghans que le pays se trouvaient dans une situation bien pire sans la présence et l'assistance de la communauté internationale. La présence internationale fournit à tout le moins une certaine protection, un élément de prévention. Le peuple afghan continue de nourrir l'espoir que son pays pourra retrouver sa place au sein du système international et que les questions en souffrance pourront être réglées par les voies diplomatiques. Dans le même temps, la communauté internationale reste vivement préoccupée par le fait que ces efforts n'ont pas permis d'améliorer la situation inacceptable qui est celle des femmes et des filles afghanes, de promouvoir la gouvernance inclusive ou de prévenir une détérioration marquée de la situation en matière de droits humains. Les autorités de facto ont également exprimé leur grief à voir gelé, sanctions, non-reconnaissance, le besoin d'aide au développement et la nécessité de mettre un terme à la dépendance vis-à-vis de l'aide. Au travers de cette approche globale, l'ONU s'efforce de traiter ces questions dans un cadre plus structuré et multilatéral, un cadre de dialogue permettant des progrès potentiels. L'objectif est de démontrer aux autorités de facto et aux Afghans que la réintégration est possible. Il s'agit de leur expliquer par le menu les mesures nécessaires à la réintégration, de préserver les canaux de discussion ouverts, tout en préservant certaines formes de coopération internationale et, au travers de mesures de confiance, de commencer à lever les obstacles qui entravent une coopération plus poussée. L'objectif est de fournir un cadre, un processus mettant en exergue les avantages potentiels de la coopération mondiale, afin, à terme, de relever plus efficacement tous ces défis. Ce faisant, nous avons travaillé avec de multiples parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afghanistan, non seulement pour dégager un consensus, mais aussi pour faire en sorte que toutes les voix puissent être entendues. Dans quelques jours à Doha, l'ONU va convoquer des réunions des 2 groupes de travail sur la lutte contre le trafic de drogue et le secteur privé, établi après la 3e réunion des envoyés spéciaux à Doha en 2024. Ces réunions permettront de réunir autour d'une même table toutes les parties prenantes. Il s'agit là d'un fait nouveau important qui imprime un nouvel élan aux efforts multilatéraux et renforce la confiance dans la valeur de la coopération mutuelle dans les domaines
essentiels que sont le secteur privé et la lutte contre le trafic de drogue. Madame la Présidente, les autorités de facto ont assuré une certaine stabilité, sécurité, permettant une croissance économique modeste, de modestes investissements étrangers aussi. Ils ont lancé des projets d'infrastructure et ont renforcé leurs relations diplomatiques à l'étranger, en particulier au sein de la région. Mais elles ont aussi maintenu des politiques particulièrement restrictives et discriminatoires contre le peuple afghan. Ces politiques sont consacrées dans la loi sur la propagation de la vertu et la prévention du vice, adoptée en août dernier. En avril, la MANUA a publié un rapport sur l'application de cette loi et son effet sur le peuple afghan. Outre ces incidences au plan des droits humains pour les femmes et les hommes d'Afghanistan, la loi affecte considérablement les minorités afghanes. L'économie, notamment des entreprises dirigées par des femmes, affecte les opérations humanitaires et les médias. Cette loi a ancré ces politiques systématiques des autorités de facto qui excluent les femmes et les filles de la vie publique, y compris de l'éducation, de l'emploi, de la liberté de circulation et d'expression. Au travers de cette loi, les autorités de facto continuent d'avancer sur un chemin qui éloigne l'Afghanistan de ses obligations internationales et qui fait obstacle à la possible réintégration de l'Afghanistan au sein du système international. Nous ne saurions oublier la situation inacceptable qui est celle des femmes et des filles afghanes. Même si leur marginalisation continue, en vertu de plus en plus de décrets, ne fait plus les gros titres. Comme une femme afghane nous l'a dit, la lutte actuellement menée ne passe pas par des actes de défiance dramatiques, mais plutôt par des efforts pour poursuivre leur vie au quotidien en silence, dans la résilience. Elle a demandé à la communauté internationale d'oublier les gros titres de la presse et d'admettre que ce qu'il se passe, c'est une guerre d'attrition invisible. Et, comme elle le disait, la survie elle-même est un acte de rébellion. L'interdiction qui continue de frapper les filles en matière d'éducation au-delà du primaire atteste clairement de la discrimination imposée par les talibans aux femmes. Ce qui fait que l'Afghanistan se distingue malheureusement dans ce domaine du reste du monde. Nous demandons une fois encore la levée de cette interdiction pour qu'une fois encore les filles et les femmes aient le droit d'accéder à l'éducation, la liberté d'expression et l'espace réservé aux médias privés en Afghanistan se sont encore réduits comme peau de chagrin. Les autorités de facto continuent de recourir aux arrestations et aux détentions arbitraires pour faire taire l'opposition. Je suis heureuse de signaler des discussions constructives avec le bureau de facto de l'administration pénitentiaire qui nous a confirmé la possibilité d'accéder aux prisons de femmes et d'hommes à l'échelle du pays pour traiter des questions qui se posent, améliorer les conditions de détention dans les limites de leurs moyens. Je me félicite de ces efforts, notamment de séances de vocation professionnelle, des mesures de soutien à la santé mentale limitées et d'un certain soutien alimentaire alloué dans certaines prisons. Madame la Présidente, l'exécution du mandat de la MANUA est également complexe, voire dangereux dans certains cas. En mai dernier, des dizaines des femmes membres de notre personnel ont été la cible de menaces de mort explicites émanant d'individus non identifiés en lien avec leur travail avec la MANUA et d'autres organismes, fonds et programmes des Nations Unies. Nous avons dû prendre des mesures afin de préserver leur sécurité. Dans le cadre de nos entretiens ultérieurs avec les autorités de facto, elles nous ont dit qu'elles n'étaient pas responsables. Mais il est aussi apparu très clairement que des individus armés opéraient en toute impunité et de manière coordonnée dans la capitale. L'on constate que cela va clairement à l'encontre des affirmations des autorités de facto qui ont indiqué qu'elles préservent la sûreté, la sécurité, la dignité des femmes afghanes. Dans l'ensemble, le nombre d'incidents de sécurité est resté faible.
Cependant, dans le même temps, les pays de la région demeurent préoccupés par la présence de l'EILK en Afghanistan, ainsi que d'autres groupes de combattants étrangers qui pourraient représenter une menace pour la région. La période à l'examen a aussi été caractérisée par la plus longue pause, en quelque sorte, des opérations de l'EILK en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans en août 2021. La menace demeure cependant présente. Les autorités de facto réaffirment leur politique, à savoir qu'ils ne permettent pas aux groupes terroristes étrangers d'utiliser le territoire afghan pour menacer d'autres pays. Cependant, les États membres ont des raisons de rester préoccupés, comme l'a indiqué l'équipe de surveillance des sanctions. Madame la Présidente, il est un autre domaine de notre mandat qui devient de plus en plus complexe à exécuter. Je veux parler du déminage humanitaire. Au fil des ans, l'action menée par les Nations Unies au plan de la coordination et de l'atténuation de la menace a permis d'épargner de très nombreux civils des fléaux que représentent les restes explosifs de guerre. Ce sont principalement des enfants qui ont été préservés. Les financements alloués aux partenaires de l'ONU pour ces tâches essentielles prennent fin en juillet. Nous ne pourrons plus voir exactement ce qu'il se passe sur le terrain. Le travail d'assurance de la qualité essentielle et d'établissement de priorité cessera. Et en l'absence de la coordination de l'ONU, les ONG devront travailler seules. Et les données sur la contamination et le déminage ne seront plus disponibles pour d'autres acteurs humanitaires et du développement. Par rapport à il y a un an, le nombre d'équipes de déminage présentes sur le terrain a déjà diminué de moitié. Des mines, des engins non explosés ont tué des centaines de personnes cette année, pour la plupart des enfants. Si les coupes se poursuivent, de nombreuses vies supplémentaires seront menacées. Ce tableau très sombre du déminage en Afghanistan reflète aussi les coupes opérées au plan de l'aide humanitaire, une aide vitale pour le peuple afghan. À mi-chemin de cette année, sachant que le plan de réponse humanitaire pour l'Afghanistan n'est financé qu'à 19%, on comprendra la situation. Ces déficits, aggravés par les coupes radicales des financements de donateurs, menacent la réponse humanitaire alors même que la région est particulièrement instable. Plus de 600 000 Afghans sont déjà rentrés depuis le Pakistan voisin et depuis la République islamique d'Iran cette année. Étant donné l'évolution préoccupante de la situation dans la région, les organismes de l'ONU se préparent à d'éventuels nouveaux mouvements transfrontières en provenance d'Iran. Les retours de l'Iran à eux seuls, ces derniers jours, ont dépassé les 10 000 par jour. Les communautés et les autorités de facto ont redoublé d'efforts pour absorber ces personnes de retour. Mais en l'absence d'aide internationale, il y a des limites à ce que l'on peut faire pour assurer des retours sûrs, ordonnés et pacifiques. En conclusion, Madame la Présidente, je me fais l'écho de l'appel du secrétaire général en faveur d'une désescalade immédiate du conflit entre Israël et l'Iran. Ce conflit affecte déjà l'Afghanistan, perturbant le commerce, entraînant une augmentation des produits de base et du carburant, et poussant de nouveaux Afghans à revenir d'Iran. Ces difficultés sont suffisamment importantes, elles ne pourront que grandir si l'instabilité régionale se détériore. Je remercie Madame Otumbaeva et donne la parole à